Le low-tech en rénovation énergétique, une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui est là. Épisode 3, comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement. Déjà, low-tech, ça veut dire qu'on va se poser beaucoup de questions. Donc ça veut dire qu'il y a du temps d'étude, du temps de réflexion. Si on veut faire quelque chose bien, il faut prendre son temps et on a le temps. Il faut juste prendre le temps et de faire un travail spécifique sur la région, sur l'endroit, sur le bâtiment, dans ce village. Et c'est là que tu peux arriver à faire quelque chose qui est juste et bien et économe, et donc carrément frugal. Voilà, c'est ça. Anna Chavepert, architecte, dans sa maison à Ouray, dans le Béarn. Cet espace, donc, dans toutes les fermes basques, ça s'appelle l'escats. Mais ici, quand on a ouvert les portes, il y avait donc exactement cette trou au plafond. Toute les toitures a été effondrée et on l'a gardée telle qu'elle. C'était comme rentrer dans une forêt, en fait. Et on a tous pensé, bon, il faut rien détruire. Et on a réussi à garder cette sensation, effectivement, de rentrer dans la clairière. Voilà. Et donc l'été, les stores, on a vraiment besoin de le mettre quand il fait chaud comme ça. Voilà. Mais ça marche très bien comme ils sont à l'extérieur. Et après, effectivement, c'est un effet cheminée aussi. La nuit, quand il fait plus de fraîcheur, on ouvre et toute l'air sort forcément. Donc ça ventile très très facilement. Et je pense effectivement des vieilles bâtiments comme ça, ils sont un potentiel. Si on ose, et on peut oser dans la rénovation parce qu'on n'est pas obligé de suivre les mêmes réglementations que dans la construction à neuf. Et donc, du coup, il faut suivre son instinct. Instinct? Ouais, c'est ça. Si dans le deuxième épisode, nous avons écouté les utilisateurs et leurs besoins, dans cet épisode-ci, nous allons prendre le temps d'écouter l'habitation. Nous allons la regarder, la comprendre, nous intéresser à l'histoire du pays pour retrouver les matières dans lesquelles elle a été construite. Nous allons regarder le jardin qui l'entoure, la rue. Nous allons en fait mener une vraie enquête policière sur le bâti. Si vous êtes maître d'ouvrage, n'oubliez pas de prévoir cette étape et de la comptabiliser. Direction l'Aveyron, où nos deux Colombos sont Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelaine, ingénieur thermique, en pleine visite avec Antoine, le propriétaire des lieux. Les derniers travaux qu'on a faits, ça a été de refaire l'ensemble des murs de façade extérieure. On a eu la chance de trouver un artisan qui fait encore ça, et ça c'est juste exceptionnel. On espère que ça va donner des idées aux autres, parce qu'on a refait vraiment exactement comme c'était fait autrefois, c'est-à-dire à l'économie, parce que comme il n'y avait pas de moyens de transport mécanique, transporter de la terre, du bois, des pierres, c'était très compliqué, donc on allait chercher ça juste à côté. On a cherché d'abord la terre qui avait servi à faire le jointoiement des pierres, qui était une terre un peu rouge, ce qui est assez souvent le cas ici. Et donc ça a permis de jointoyer oui, il y avait des tout trous. Ce mur et d'empêcher toutes les petites entrées. infiltrations d'air. Même c'est une question de pérennité en fait de la façade après, parce que c'est durable dans le temps, mais quand même la chaux ça protège vraiment les murs de l'humidité curiselle. Vous avez probablement un peu de pluie quand même de temps en temps. Énormément de pluie. Voilà. L'humidité elle remonte dans les murs et à un moment il faut qu'elle sorte des murs. Et c'est vrai que comme vous disiez, vous avez très bien fait d'enlever le béton, le ciment qu'on pouvait avoir, parce que si vous avez du ciment, l'eau elle peut pas sortir à cet endroit, donc elle monte jusqu'à ce qu'à un moment elle trouve une petite fissure, qu'elle explose, et c'est vraiment là où on se retrouve avec des concentrations de la moisissure des efflorescences qui arrivent. Donc ça c'est vraiment essentiel effectivement d'enlever toutes ces choses pour retrouver des matériaux perspirants, enfin voilà, une perspirance de la paroi, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour moi c'est vraiment la première chose. C'est de gérer l'humidité, même avant de se poser la question de l'isolation thermique, parce que si on fait une super isolation mais qu'on n'a pas bien géré les sources d'humidité, c'est dommage, mais dans 5 ans, dans 10 ans, on va falloir tout refaire. Chez Clotilde, ce travail d'enquêteur et particulièrement de recherche d'humidité a été mené par Laurent Goudet, son entrepreneur en béton végétal projeté. L'entreprise poursuit son accompagnement et aujourd'hui, c'est Nathalie Quetelin-Amor, la responsable Île-de-France de cette société, qui rend visite à Clotilde.
premier point sur l'humidité. Alors, d'humidité. En fait, c'est donc de ce que me dit Monsieur Goudet, c'est de l'humidité. Parce qu'il mange les murs, Monsieur Goudet. Donc, il lèche les murs pour savoir s'il y a des sels dedans. Donc, c'est salé. Et donc, il pense que c'est quand même dû aux pratiques anciennes qui mettaient du sel, les anciens, pour stocker la viande et tout ça. Et que ça a fini par pénétrer les murs. Et donc, ça attire l'humidité. Mais voilà, c'est... Comment il appelle ça, lui ? Je sais plus, car s'il y a différents types d'humidité. Elle n'est pas vraiment humide. La maison, elle est plutôt saine quand même. J'ai pas de gros problème d'humidité. Là, je sais qu'il faut que je vérifie les gouttières et tout ça. Le contexte, enfin voilà, c'est vraiment l'environnement aussi de la maison qui crée l'humidité. Oui, les trottoirs en ciment, côté rue, ça peut provoquer. On a trouvé quand même, juste avant de mettre le béton de chanvre, un coin assez humide là dans la cuisine. En fait, les évacuations qui sont sur la rue étaient bouchées et du coup, il y a un coin de la maison où il y a de l'humidité. L'eau stagnait là, qui descendait de la gouttière, et voilà. Et donc, au lieu de s'écouler dans la rue, ça stagnait là, et certainement dans le trottoir là. Enfin bref, voilà, ça s'infiltrait dans mon mur. Mais sinon. Donc, on a fait un traitement avant d'appliquer le béton de chanvre pour éviter que l'humidité ressorte. Voilà. J'espère que ça va marcher. Oui, parce que ce serait dommage qu'après le béton de chanvre, parce que le chanvre il gère la vapeur de tout ça, mais il aime pas l'humidité quand même. L'humidité stagnante. Non, voilà, c'est ça, il en faut pas. Retour chez Anna Chevepère. Là, on voit les Pyrénées, depuis notre lit qui est là, effectivement. Toutes ces pièces-là, on ferme avec des rideaux. Voilà. Donc, on est... Dans le temps, ils mettaient les pièces où tu dormais au sud. Qu'on comprend bien, parce qu'ils ne savaient pas de chauffage. Donc, l'endroit là où tu dormais, c'était aussi l'endroit où tu étais. C'était au sud. Mais pour nous, en fait, forcément, de dormir, tu as envie que ça soit plus frais. Donc, toutes nos pièces où on dort, c'est au nord. Et ce qui est particulier aussi dans les fermes basques, il y a un demi-niveau comme ça, je ne l'ai pas inventé, il était comme ça. Et ce qui se passe, du coup, si on a un espace qui est un peu plus haut et un demi-niveau plus bas, il fait un peu plus frais dans la chambre, ce qu'il faut justement pour bien dormir. Donc ça se fait tout seul. Voilà. Un petit poêle à bois que je n'avais pas vu dans la salle de bain. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est quand même pas mal quand on prend un bain d'avoir un petit feu en plus. Ouais. Et après, la salle de bain, c'est aussi quelque chose. Cette pièce, on l'a pas inventée. La pièce était comme ça, je veux dire. Et je sais aussi qu'il y avait qu'ils ont vendu cette ferme. Ils habitent, donc c'est les voisins qui habitent là. Ils ont fait 3 projets. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans le budget. Parce que forcément, il avait cette ferme complètement incroyable et chaque fois, il essayait de transformer en une maison normale. Et forcément, tu fais ça, si tu veux transformer ça en une salle de bain normale, il faut le couper en 2. Du coup, comment tu fais? Donc, il faut rajouter un mur en plus, il faut faire une ouverture en plus, etc. Or, si tu l'acceptes tel quel, et tout d'un coup, tu as une salle de bain qui est plutôt un salon, en fait, de 25 mètres carrés, ça coûte beaucoup moins cher que faire ce que tu fais qui est normal. Voilà, donc c'est quelque chose de très luxueux, pour très peu d'argent en fait. Donc il y a vraiment ça de juste penser différemment et laisser justement la maison décider. Laisser la maison décider. Une assertion qui n'est pas réservée aux vieilles fermes de nos campagnes. À Levallois-Perret, dans un centre d'apprentissage, les architectes se sont aussi posé la question du déjà là. Ici, c'est un espace qui leur est un peu dédié. C'est un peu le foyer, en fait, pour les étudiants. Donc, en fait, on avait cette verrière était déjà là. C'est une verrière qui recouvre la cour du bâtiment. Il y a une belle lumière naturelle. Mais par contre, en fait, une verrière, c'est un vrai problème en hiver parce que c'est du froid. Donc, il fallait l'isoler un minimum. Là, c'est un quart de la surface qui est isolée. Et on en a profité, effectivement, pour le confort d'été, pour cette ventilation naturelle. Et donc là, il y avait déjà une terrasse. Il y avait déjà la terrasse, oui. On l'a isolé, alors on a enlevé toutes les dalles. On est revenu faire l'isolation thermique en dessous, on est revenu faire une étanchéité qui était assez ancienne, donc il fallait la refaire dans tous les cas. Et puis on a reposé les dalles qui existaient, et il ne s'agissait pas d'en remettre des neuves. En dessous, c'est la salle de travail, c'est ça? En dessous, c'est des bureaux, ouais c'est des salles de travail. D'accord. Oui, donc c'était vraiment important d'isoler. Okay. Isoler thermiquement, oui. On a réisolé entièrement le bâtiment. En fait, il était déjà un petit peu isolé. Il y avait 5 cm de polyuréthane qu'on a gardé côté rue, parce que côté rue, on a ce polyuréthane derrière une facette de pierre, de fausses pierres agrafées. Ça, c'est des travaux qui avaient été faits il y a 20 ou 30 ans. On n'y a pas touché. Par contre, on est venu isoler en complément par l'intérieur
côté rue, et le reste est vraiment isolé par l'extérieur, en fait, côté terrasse et côté cour. On a enlevé l'ancien polyuréthane qui était recouvert d'enduit, et on l'a remplacé par donc ces 5 cm de polyuréthane par 20 cm de laine de bois, avec aussi un enduit. D'accord. C'était pas intéressant de garder l'ancien et remettre l'autre par-dessus? Non, là, on risquait d'avoir des problèmes d'infiltration. Enfin, il fallait mieux retrouver la maçonnerie derrière, de voir son état, réparer éventuellement. Et on est vraiment dans un immeuble qui date à l'origine des années 1920, donc il y a 100 ans, et où il y a eu des rajouts, des ouvertures de bêtes. Et donc on est vraiment dans une composition de matériaux entre la brique, un peu de pierre, un peu de béton. Enfin, il y a plein de matériaux de maçonnerie derrière et beaucoup de bricolage. Restons en région parisienne, à Magny, dans une maison des années 80, où la restauration thermique a permis d'atteindre les standards de la maison passive. Visite en compagnie de l'architecte Milena Karanecheva et du propriétaire de la maison. Là aussi, il est important de comprendre le bâtiment, son histoire et son environnement. Là, les pavillons de cette époque-là, il y en a plein. Moi, en fait, en visitant la maison, ce qui m'a beaucoup, enfin, à la fois un peu surpris, mais j'étais vraiment agréablement surprise, c'est la configuration de la maison. C'est une maison qui est, dans la configuration, on n'a pas changé beaucoup de choses. Enfin, non. Donc, il y avait une base qui était très saine. C'était une bonne qualité d'exécution, ça c'est aussi très important parce que le standard passif, c'est aussi une sorte d'assurance qualité. On ne peut pas l'atteindre si on bricole, enfin, en gros. Je simplifie un petit peu. Les murs, enfin, la maçonnerie, etc. étaient d'une bonne qualité. Donc ça, c'était aussi pour nous important, enfin, de récupérer quelque chose sur lequel nous, on va venir et construire par-dessus, en fait. Côté rue, c'est bien parce que comme les travaux d'intérieur n'ont pas été faits, on voit encore le polystyrène qui a été découpé d'origine. Ici, on voit bien ce qui s'est passé en fait. On voit l'histoire des travaux. Le polystyrène intérieur qui est resté, le mur tel qu'il est resté, et ensuite l'isolant extérieur tel qu'il a été ajouté. Nous, après, dans les études thermiques du passif, on a considéré en fait la présence de ce polystyrène. Il a été modélisé et il participe dans la performance de la maison. Et ça, c'est pour chaque élément, c'était la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On garde, on garde pas. Et une autre diagnostic, c'était justement ce dont je parlais tout à l'heure, ce côté bioclimatique inexistant. Les professionnels ont obéi à ce que voulaient les propriétaires. Les propriétaires, ils considéraient que l'énergie était gratuite, donc on n'avait pas besoin de celle du soleil. Et puis, ils voulaient s'ouvrir sur la rue, qui est côté nord, donc il n'y avait pas de réflexion. Le bioclimatisme, une notion essentielle aujourd'hui, quel que soit le type de technique utilisée. De la maison passive dont nous venons de parler, à celle d'Anna Chavepère, où l'enveloppe vit avec les saisons et où une partie des espaces sont en extérieur. Penser l'architecture pour utiliser au maximum l'entourage. Le soleil, le vent, l'air frais, toutes ces parties-là, de vraiment travailler avec ça, de laisser tout ça rentrer et sortir et tout ça, comme un être vivant en fait. Donc il faut juste penser à tout ça, après ça marche. On va presque sortir quand même parce que c'est même si c'est un peu chaud maintenant, on va faire quand même ça. Et en fait, donc, cette sorte de microclimat, c'est évidemment la végétation qui donne la fraîcheur. Et l'été, comme le soleil est en hauteur, il ne rentre pas ici. Et les murs ici, ils gardent aussi la fraîcheur. Donc c'est pour ça que ça reste bien plus frais ici. Et l'hiver, on a donc le soleil qui se lève là, pile là, et qui rentre et qui chauffe cet endroit tout l'hiver. Et le soleil est bas tout le temps et ça stocke la chaleur dans les murs en pierre, du coup. C'est vraiment la terrasse de matin. Comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement, cela implique aussi de sortir du bâtiment, de regarder les extérieurs, d'imaginer comment ces derniers peuvent contribuer à la rénovation énergétique. Nous sommes en région parisienne en compagnie de Vania Dormois, paysagiste, et d'Emmanuel Pat, architecte. La meilleure terre qui soit, c'est celle qui est en place. Et ensuite, on fait avec. Évidemment, les arbres vont nous servir pour faire de l'ombre au bâtiment. Mais ils vont servir aussi à garder cette fraîcheur dans cette masse de pleine terre. On fait vraiment la logique naturelle, c'est-à-dire qu'on regarde les conditions, analyse de sol, exposition, hygrométrie,
Et en fonction de ça, on choisit les plantes qui se sentent bien dans ce milieu-là. Et à chaque fois, à chaque projet, ça prend du temps de convaincre le maître d'ouvrage de planter petit, oui, plutôt que de planter des arbres déjà d'une certaine taille. Oui, alors ça peut paraître... Comment le on va fait de en fait planter, en général, on nous demande des diamètres de circonférence du tronc incroyables, ce qui fait des arbres qui font 3, 4, 5, 6 mètres de haut à l'achat, à la fourniture. Alors ils sont énormes, ils sont produits dans des pépinières spécialisées qui sont loin souvent. On est obligé d'aller en Allemagne, en Belgique. Donc nous, ce qu'on fait depuis longtemps maintenant, on essaye de planter des écosystèmes forestiers petits. Le petit arbre forestier qui fait 1 mètre de haut. On ne voit que la face visible de cet arbre, mais son espace racinaire est très large en fait. On a un chevelu racinaire qui fait 50 cm de diamètre, presque autant que l'arbre de 6 mètres de haut qu'on a acheté en Allemagne. Et donc lui, quand on le plante, tout de suite il a son chevelu racinaire et donc il met l'énergie sur le tronc, les feuilles, les branches. Et donc, en 3, 4, 5 ans, il pousse très vite et il rattrape l'autre arbre. Et c'est intéressant aussi parce que les petits arbres, eux, captent maximum du carbone, beaucoup plus que les grands. C'était le low-tech en rénovation énergétique, épisode 3. En Suède, de toute façon, forcément, il fait moins 20 degrés l'hiver. Donc, il fait très, très froid et on est obligé d'isoler bien plus qu'ici. C'est pas le même climat. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très problématique. Que parfois, on suit des règles qui sont complètement généralisées partout en France. Or, ici au sud, au Pays Basque, ça n'a rien à voir avec l'île, par exemple. Or, on a les mêmes réglementations. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, et Héloïse Pelen, ingénieure thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, des circuits courts dans la matière première et dans le savoir-faire.